Bonjour à tous. Aujourd'hui je vous propose qu'on reparle d'ordinateurs monocarte de Single Board Computer, donc les SBC. Ici j'ai l'Asus Tinkerboard, mais vous en connaissez probablement comme le Raspberry Pi 4B. Je vous rappelle d'ailleurs que je vous mettrai ici une capture d'écran de la playlist que je fais avec en haut à droite ici le petit i YouTube qui vous permettra d'aller regarder le contenu que je fais autour du Raspberry Pi. Ce sont ces petits ordinateurs monocartes, ce sont des machines très polyvalentes, pas très puissantes, mais qui suffisent à faire tourner des petites platines multimédia ou en faire des serveurs entre autres que vous pouvez utiliser pour faire des serveurs audio ou de la domotique pour héberger vos installations Home Assistant, JDOM et compagnie. Ce sont des machines qui sont donc très polyvalentes. Aujourd'hui je vais vous parler du Tinkerboard S, donc on va passer en revue le déballage, donc le contenu de la boîte ici, l'installation du Tinkerboard S, ses caractéristiques, et puis ensuite je vous montrerai comment installer deux distributions. Vous aurez Android et Linux, pour vous montrer donc comment ça se fait, comment ça s'utilise. Je précise tout de suite que le Tinkerboard S est une machine qui est sortie en 2018, si je me rappelle bien, donc c'est une machine qui a vieilli. Son équivalent c'est le Raspberry Pi 3B+, que vous voyez ici, donc elle n'est plus à niveau par rapport à un Raspberry Pi 4, on verra ça, j'en reparlerai en conclusion. L'objectif d'Asus c'était de sortir une machine équivalente à un Raspberry Pi 3B+, mais avec des caractéristiques plus intéressantes, en tout cas mieux pensées je trouve, que le Raspberry Pi 3B+, et même à l'heure du Raspberry Pi 4B, on ne retrouve pas certaines caractéristiques du Tinkerboard dessus, sur le Pi 4B. Donc ça peut être intéressant au moins pour votre culture générale et pour connaître ce type de produit, de regarder cette vidéo, mais vous verrez en conclusion de cette vidéo que je ne vous conseille pas nécessairement de l'acheter, ce Tinkerboard S, c'est plus à titre informatif, et puis si vous avez une bonne affaire autour de ce produit-là, dans ce cas-là, ce sera intéressant peut-être de l'envisager. Allez, on commence tout de suite par le déballage de ce produit, et puis ensuite je vous montrerai comment on installe, comment on l'utilise. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer en quoi il est différent d'un Raspberry Pi standard, qu'est-ce qu'il vous apporte, quels sont aussi ses inconvénients, en gros, pourquoi le choisir ou pourquoi ne pas le choisir en fonction des différents usages que vous pourriez en avoir. Ce Tinkerboard S m'a été envoyé gratuitement par Asus pour que je vous le présente, voilà, donc je ne l'ai pas payé, je le dis tout de suite en début de vidéo, comme ça vous êtes au courant, et puis je vous propose tout de suite de regarder ce qu'il y a dans l'emballage. Alors l'emballage est assez basique, on voit un emballage tout carton, avec la mention, donc c'est un produit de chez Asus, et puis derrière vous avez l'ensemble des caractéristiques. Alors de toute façon je vais revenir dessus, mais je vais tout de suite vous pointer du doigt 2-3 choses qui sont super intéressantes. Déjà vous avez 16 Go de stockage eMMC, donc stockage persistant, de la ROM, sur la carte, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'utiliser la carte SD, vous pouvez avoir un stockage persistant et de qualité. Alors c'est pas aussi rapide qu'un SSD, mais malgré tout c'est beaucoup plus fiable, énormément plus fiable même qu'une carte SD, donc très appréciable d'avoir ça puisque vous n'aurez pas besoin de la carte SD, donc potentiellement si vous avez des usages 24 heures sur 24, etc., comme je peux avoir par exemple, c'est beaucoup plus pertinent d'avoir de l'eMMC ou du SSD que d'utiliser une carte SD, donc ça c'est plutôt sympa. L'autre chose qui est aussi intéressante, c'est que c'est un processeur quad-core assez puissant, je vous donnerai les détails techniques ensuite dans la vidéo, mais plus puissant que ce que fait le Raspberry Pi, et surtout il est bien épaulé, avec 2 Go de RAM, et permet le décodage en Ultra HD, donc on verra ça, je le testerai donc sur mon écran en Ultra HD, avec du contenu Ultra HD pour le vérifier, et en plus il a de l'audio HD, alors de l'audio HD sur la sortie analogique, mais en tout cas il n'a pas la sortie audio un peu bas de gamme, un peu faible qualitativement, qu'a le Raspberry Pi. Voilà, et puis l'autre chose qui est intéressante, c'est qu'il a un port Ethernet gigabit, mais pas comme le Raspberry Pi 3B+, le port Ethernet est un vrai port Ethernet plein débit, un peu comme ce qui existe ici, j'ai un Raspberry Pi 4, un peu comme ce qui existe sur le Raspberry Pi 4, donc un vrai port gigabit. Voilà, le reste c'est pas forcément nécessaire d'en parler plus. Je vous ouvre tout de suite le paquet pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc c'est un petit paquet carton tout simple, dans lequel on a sous le plastique antistatique le Tinkerboard, que je déballerai après, on va déjà se focaliser sur le reste. Donc vous avez le petit séparateur ici en carton, le dissipateur qui est je crois obligatoire, parce que ça chauffe quand même pas mal, donc il est fourni de base dans l'emballage, c'est plutôt sympa. Et puis les manuels Asus. Voilà, alors là ici je vous laisserai les consulter, mais vous voyez que vous avez quand même des informations qui sont intéressantes, en particulier le layout du Tinkerboard qui est présent ici. Alors le manuel est en anglais de ce côté-là et je pense que c'est du chinois et du français. Voilà, donc je vous mets ici le gros plan du manuel si vous voulez regarder, et puis de toute façon on se refocalisera après sur les spécifications. Voilà, moi je me le mets là, et puis la carte je l'ai posée où je l'ai posée là, je vais la déballer tout de suite pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc cette carte, faut la comparer à un Raspberry Pi 3B+,
donc que je vous les mette côte à côte, je vais faire comme ça, ce sera plus simple, voilà, comme ça vous avez les deux en gros plan, donc ici le Tinkerboard, ici là-dedans le Raspberry Pi 3B+, vous voyez que c'est très semblable. Alors il y a des différences, mais c'est quand même très semblable. La sortie HDMI plein format, qui vous permettra de le connecter à un PC, alors en Ultra HD, donc en 4K, puisque c'est une sortie 4K. Cette sortie 4K elle est accompagnée d'un iGPU, donc on ne voit pas ici, je pense pas en tout cas qu'il y ait de circuit, puisqu'il doit être intégré là-dedans, qui supporte le décodage matériel H264 et H265, donc les flux que vous pouvez trouver sur les Blu-ray et les Blu-ray Ultra HD, et puis les flux streaming. Donc normalement, nativement, matériellement, vous pouvez déjà lire des contenus haute définition et les faire sortir, ce qui est déjà une avancée par rapport à un Raspberry Pi standard, Raspberry Pi 3B, ou Pi 3B+. La sortie ici audio jack, elle est différente par rapport à un Raspberry Pi, parce que c'est une sortie haute définition. Elle est compatible 24 bits, 192 kHz, donc pas ce qui se fait de mieux en analogique, mais quand même c'est du très bon. Je vérifierai quand même la qualité de la sortie audio avec un casque, mais en gros vous avez quand même quelque chose qui est incomparable avec un Raspberry Pi, si vous voulez utiliser une sortie analogique. L'autre chose qui est vraiment différente, c'est ici la sortie Ethernet, enfin le prise RJ45 Ethernet. Comme je vous l'ai dit, c'est une prise gigabit dédiée, donc elle n'est pas partagée avec le circuit USB que vous avez là, donc vous avez tout le débit du gigabit, et ce qui est plutôt appréciable. L'autre chose qui est différente d'un Raspberry Pi, c'est le stockage. Alors le stockage, vous avez évidemment comme un Raspberry Pi, ici, le circuit, le connecteur pour mettre une carte SD, une carte micro SD. Mais vous avez en plus à côté, donc le petit circuit qui est là, le petit circuit qui est ici, on voit c'est marqué SCNX dessus, donc c'est de la mémoire. Ce circuit-là, c'est de l'EMMC 16 Go, donc vous avez dedans 16 Go de stockage persistant, donc pas besoin de carte SD, et pour l'utiliser c'est assez basique, et assez facile d'usage. Vous branchez ici un câble USB que vous branchez à votre ordinateur, vous avez ici les jumpers pour configurer le mode de fonctionnement de la eMMC, et le produit va être reconnu comme un stockage de masse USB, donc vous stockez dessus votre OS, et ensuite vous démarrez, et ça va fonctionner magiquement. Alors le reste est plus ou moins similaire à ce qu'on peut trouver sur un Raspberry Pi standard, donc vous avez ici le connecteur display, donc si vous avez un écran externe, comme j'ai ici, je vous rappelle, l'écran tactile d'un Raspberry Pi, eh bien vous pouvez le brancher dessus via ce connecteur-là. Ici vous avez le connecteur pour la caméra, les deux sont entièrement compatibles avec les produits Raspberry. Vous avez là le GPIO qui est lui aussi complètement compatible avec les produits Raspberry Pi. Donc par exemple, je pense que dessus je pourrais brancher ce produit-là et avoir donc ça c'est le Rasp Touch, ce que je montre depuis tout à l'heure, c'est le Rasp Touch avec un écran tactile de Raspberry Pi. Et donc je pourrais brancher le DAC Sabre audio dessus. Normalement, il fonctionnera très bien puisqu'il est 100% compatible GPIO avec ce que fait les spécifications en tout cas d'un Raspberry Pi. Vous notez cependant que Asus a eu quand même la bonne idée de tout normaliser avec des couleurs, ce qui permet quand même de s'y retrouver, et puis de toute façon vous avez ici en plus dans le manuel, que j'ai là, l'ensemble des codes couleurs, donc pour vous y retrouver plus facilement. Donc concernant le petit jumper ici pour la partie eMMC, il peut avoir 3 positions que je vous mets là. Donc par défaut, donc il faut tenir la carte dans ce sens là pour avoir le bon sens. Ici il est désactivé, donc le jumper est en bas ici, donc ça veut dire que par défaut vous démarrez sur une carte SD, et il a 2 positions possibles, soit vous le mettez ainsi et vous avez la possibilité d'utiliser la carte eMMC, soit vous le mettez à droite, et là vous pouvez démarrer, donc comme je vous le disais, en USB, sur un PC, et puis lui flasher sa mémoire. Alors il y a quand même une petite différence à noter avec le Raspberry Pi, vous voyez que le port Ethernet a été retourné. J'espère que ça se voit bien, mais vous voyez qu'il est à l'envers, enfin à l'envers, je sais pas s'il y a vraiment un sens, mais en tout cas il est mis à l'envers. Donc attention, si vous avez des boîtiers où le port Ethernet est repéré, vous aurez peut-être des soucis, parce que l'objectif de cette carte c'est de se mettre dans n'importe quel boîtier, mais si jamais votre boîtier est trop précis dans les découpes, c'est possible que ça n'aille pas exactement à l'endroit prévu. Enfin, un dernier point différenciant, c'est le CPU ici, qui est le Rockchip qui est là. Ce CPU-là est beaucoup plus puissant, enfin en tout cas plus puissant que ce que fait la fondation Raspberry sur son Raspberry. On a ici un RK 3288 qui est un Cortex A17 4 cœurs, donc moins puissant qu'un Raspberry Pi 4, mais beaucoup plus puissant qu'un Raspberry Pi 3B+, beaucoup plus puissant. Donc c'est très intéressant à voir sur ce type de petit produit. Alors évidemment, je vous le rappelle, mais comme c'est un petit processeur qui chauffe pas mal, un radiateur passif, donc un radiateur est fourni avec, pour améliorer sa surface d'échange et donc éviter qu'il ne chauffe de trop. L'autre point également qui est différent, alors on le voit ici parce que je pense que ça c'est le petit câble antenne, vous avez du Wi-Fi intégré, qui est un Wi-Fi B, G et N, ainsi que du Bluetooth 4.
ce qui est sympa. Alors vous avez pas de Bluetooth 5, puis c'est un produit qui est déjà assez ancien, donc c'est pour ça que vous n'avez pas non plus du Wi-Fi AC, AX et compagnie, mais c'est largement suffisant pour ce type de produit. Également, je peux vous parler des ports USB. Alors vous avez 4 ports USB 2.0, ça c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de l'USB 3. Pour moi, c'est un des gros points noirs de ce produit-là. Alors vous avez du stockage dédié, donc ça c'est très bien. Par contre, si vous voulez faire un stockage avec un SSD, etc., bah, c'est dommage, vous allez être bridé par de l'USB 2. Un petit peu dommage de pas avoir de l'USB 3, sachant que l'objectif d'Asus c'était de mettre le curseur tout à droite en termes de composants intégrés, donc d'avoir quelque chose de vraiment intéressant. Je trouve ça dommage de pas avoir intégré de l'USB 3 sur cette carte. Ce connecteur micro USB nécessite une alimentation 5V 3A. Alors normalement, la carte devrait fonctionner avec des alimentations 2A, etc., puisqu'elle a une alimentation un peu plus intéressante, en tout cas un peu mieux pensée que le Raspberry Pi, mais quand même je vous conseille de partir sur du 3A si vous avez pas. Elle devrait s'adapter, de 2,5A, etc., 2A peut-être, ça devrait marcher. Partez quand même sur du 3A, surtout si vous équipez avec des produits en USB pour ne pas avoir de soucis d'alimentation. Voilà, bah maintenant que je vous ai présenté dans le détail cette carte, ce petit ordinateur, cette monocarte, je vais la flasher, donc je vais lui mettre dessus un OS. Alors on va tester 2 OS, on va tester Android, et puis on va tester, je crois que c'est un Linaro, en tout cas un Linux dessus, en utilisation multimédia. Donc ça c'est l'utilisation que je vais en faire ici dans cette vidéo pour vous montrer que c'est une petite platine multimédia très intéressante. Un petit PC, pour vous montrer ce que ça donne en utilisation PC, bureautique, machin. Et puis moi je pense recycler cet appareil, recycler après mon test, pour y héberger mon futur JDOM 4, puisque le fait d'avoir ce stockage eMMC, c'est un gros avantage. Certes, j'aurai pas les performances d'un SSD, mais c'est largement suffisant pour une petite solution domotique, et surtout ça me permettra d'avoir non seulement beaucoup de puissance, mais en plus quelque chose de très fiable, tout intégré là-dedans avec un vrai port gigabit, etc. Donc un truc très sympa. Avant de flasher quoi que ce soit, juste pour rappel, n'oubliez pas de mettre ce petit dissipateur. Donc le dissipateur très facile, vous sortez du plastique, vous avez ce petit plastique là à enlever, et vous venez ensuite la poser à l'endroit où il y a le processeur, donc ici. Donc vous appliquez. Voilà, donc là j'ai juste posé, et puis ensuite vous appuyez un petit peu délicatement, et c'est fait. Donc là vous avez maintenant une dissipation thermique passive sur le processeur. Alors, je sais pas pourquoi il est pas préappliqué d'origine, peut-être parce que comme ça vous laisse le choix de mettre autre chose. Je sais qu'ils ont des boîtiers aluminium pour le refroidissement. En tout cas, voilà, c'est livré avec, et il faut vraiment le mettre si vous voulez pas avoir de soucis de performance. Pas de throttling, pas de choses comme ça, que le processeur ne monte pas trop haut en température. Une dernière petite chose, j'ai pris un boîtier, donc ici c'est mon SPCase. Juste pour vous montrer que je peux sans problème, alors je vais le faire comme si je voulais l'utiliser, mais en fait c'est pas très important. Voilà. Donc si je voulais par exemple remplacer un Raspberry Pi standard par ce produit-là dans un SPCase, donc là je vous le fais en vitesse, mais en gros, vous voyez que tous les connecteurs qui sont prévus, alors sauf celui-là qu'il faut inverser, puisque je vous l'ai dit, le port Ethernet est à l'envers par rapport à un Raspberry Pi, vous voyez que je peux l'intégrer dedans. Voilà, j'ai un petit peu galéré pendant quelques secondes pour le mettre bien en place. Je vous montre à quoi ça ressemble. Donc vous voyez ici, l'alimentation est à sa place, le port HDMI est à sa place, le jack audio est un petit peu plus bas, mais c'est pas non plus très grave, mais il est pas centré par rapport à une sortie jack. Donc voilà, je sais pas si ça posera des problèmes en fonction de vos boîtiers. En tout cas, vous voyez que la prise jack risque de frotter un petit peu. Ethernet, donc vous avez inversé le câble Ethernet, donc en fonction de vos boîtiers, vous verrez si ça va. Les ports USB sont exactement au même endroit, donc normalement vous aurez pas de soucis. Le GPIO, je vous l'ai dit, il est compatible, donc ici j'ai mis le connecteur d'alimentation vite fait comme ça pour vous montrer, mais juste pour vous dire que c'est compatible. Si jamais vous avez des produits qui utilisent le GPIO, il n'y a pas de souci. La partie carte SD, vous voyez qu'elle est pile en face ici. Aucun souci, je peux introduire une carte SD. Alors je l'ai plus là sous la main, mais je l'ai essayé il y a 10 secondes, ça marchait très bien. Quoi d'autre? Les trous des vis, donc là je sais pas si ma caméra fera le focus suffisamment, mais ils sont pile en face de là où il y a les supports. Donc c'est impeccable, heureusement, hein, je dirais, puisque c'est l'objectif d'Asus de faire ça. En tout cas, voilà, une compatibilité matérielle parfaite, donc je vous referme le boîtier pour vous montrer. Voilà, vous pouvez utiliser un boîtier prévu pour Raspberry Pi. Vous pouvez l'utiliser sans problème avec le Tinkerboard, ça marchera. Alors après ça, ce sera adapté exactement en fonction du boîtier, parce que, évidemment, comme tout n'est pas à sa place, si vous avez un boîtier très spécifique, avec une encoche Ethernet, avec peut-être un refroidissement passif qui vient se poser sur le processeur, comme là, tout est pas exactement au même endroit, je vous remontre, hein, mais vous voyez que tout n'est pas placé exactement au même endroit, dont le processeur.
Évidemment, là, il y aura peut-être des soucis, mais tant que vous restez sur des standards, donc l'USB, l'Ethernet, le GPIO, et puis des connecteurs externes, il n'y a pas de souci. Normalement, votre boîtier fonctionnera. On commence par Android. Android, c'est une des 2 distributions officiellement supportées par Asus sur la Tinkerbird S. Ici, je vous ai mis les résultats d'Antutu. Antutu qui est le logiciel de bench pour Android. Les scores que vous voyez là sont des scores qui sont, on va dire, dans le bas du classement de smartphones du marché. Alors vous pourrez comparer vous avec ce que vous obtenez avec d'autres systèmes, un Raspberry ou autre. Ici, quand on regarde, donc ça ce sont les scores officiels Antutu, vous voyez qu'on est plutôt vers le bas. Alors on est au niveau d'un Redmi 4X, au niveau d'un Mi A1, donc des smartphones qui sont des smartphones avec 4 Go de mémoire, et des processeurs qui sont bas de gamme en termes de smartphone. On est en tout cas très très loin. Ici, si je mets du classement, là j'ai le Samsung Galaxy S10 Plus, qui est même pas le plus puissant dans Antutu, et vous voyez qu'on est quand même relativement loin en termes de score. Alors malgré tout, le Tinkerbird S s'en sort bien sous Android, surtout sur la partie UX, où il est relativement pas mauvais, on va dire. Par contre, pour tout le reste, il est dans le bas du classement, mais ce bas du classement est quand même déjà assez élevé par rapport à la quantité de produits Android qu'on peut trouver. Alors ici, on est sur un Android à peu près de base. Il y a juste une chose que je vous explique pas dans cette vidéo, c'est comment installer les Google Play Services, le Play Store et tout ça. Je vous mettrai en surincrustation, et puis probablement, si j'y pense, dans les liens de la vidéo en description, comment faire tout ça. C'est 3 APK à faire en sideload, etc. Donc c'est pas très compliqué. Ça vous permet de récupérer le Play Store, qui vous permet d'installer des applications. Parce que de base, évidemment, ce Tinkerbird S n'est pas un produit certifié Google, donc il n'a pas de Play Store, donc vous n'avez pas YouTube, vous n'avez pas VLC, et vous n'avez pas des applications que vous pourriez avoir besoin sous Android pour l'utiliser. Alors à noter, je le testerai pas dans cette vidéo, mais à noter, vous avez aussi une distribution Google TV, ou Android TV en tout cas, qui est disponible, qui est plus adapté si vous voulez l'utiliser dans cet environnement, lecture de médias, etc. Ici, moi, j'ai utilisé la version fournie par Tinkerbird, donc cette version d'Android, un petit peu modifiée avec le Play Store. Donc ici, je vais démarrer une de mes vidéos 1080p. On va voir ce que ça donne. Donc ici... Aujourd'hui, je vous propose de déballer et de tester l'interrupteur de chez Nodon pour l'environnement Philips Hue. C'est un interrupteur de la gamme Friends of You, alors vous avez... Alors ici la vidéo fonctionne bien, je suis pas certain que ce soit du 1080p, je pense que c'est du 720p, peut-être même moins, on le voit un petit peu à la pixelisation. Alors ici je suis sur un écran, je suis sur l'écran Philips Ultra HD, donc c'est compliqué pour moi tout ce qui est pas Ultra HD, et fait tout de suite sur cet écran plutôt bas de gamme. Je sais pas en tout cas si je suis en 1080, mais les contenus 1080 de toute façon de manière générale tournent plutôt bien. Donc ici vous avez un exemple de YouTube. Alors il y a des saccades, malheureusement, mais dans l'ensemble ça fonctionne plutôt pas mal. L'autre chose qui m'intéressait de tester avec ce Tinkerbird sous Android, c'est la lecture de contenu Ultra HD, parce que c'est normalement d'ailleurs ce qui pose problème à... C'est ce qui pose problème sur Raspberry. Le Tinkerbird ici, normalement, est assez puissant, on chante qui chauffe, etc. Mais normalement, il est assez puissant pour faire tourner l'Ultra HD. Alors que le Raspberry Pi, lui, a du mal. Et donc ici, je lui ai mis une clé SSD, c'est ma clé SanDisk, sur laquelle j'ai du contenu Ultra HD. Et puis on va essayer de lancer le contenu pour voir ce que ça donne. Donc on commence avec VLC. VLC, j'ai de l'audio, mais vous voyez qu'au niveau de la vidéo, c'est pas ça du tout. Donc l'Ultra HD... Bon, c'est pas une application qui est optimisée, on va dire, pour Android, donc ça peut se comprendre, mais vous voyez que ça marche pas. Ici, j'ai du son. Le son marche très bien, mais la vidéo ne marche pas. Alors par contre, il y a moyen de faire tourner des fichiers vidéo. C'est d'utiliser le lecteur vidéo qui est intégré. Donc celui-là, c'est le lecteur vidéo qui est fourni sur le Tinkerbird. Et lui, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais ils ont fait des optimisations parce que il y a beaucoup de contenu qui tourne bien. Voilà, donc là, on est sur le même contenu Ultra HD. Alors par contre, j'ai pas de son. Donc tout ce qui est codec audio du genre DTS HD Master Audio, peut-être même DTS ou Dolby Atmos et compagnie, ça y a pas. Mais c'est pour vous montrer, le Tinkerbird est parfaitement fluide, ou quasiment parfaitement fluide, en contenu Ultra HD, ce qui est vraiment impressionnant. Moi je m'attendais pas à voir ça avec une petite carte comme celle-ci. Vous pourriez en faire un petit lecteur multimédia sans problème. C'est assez surprenant, assez satisfaisant. Donc ici dans mon environnement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai clavier souris, mon clavier souris Logitech, ils sont branchés via le dongle Unifying, et donc j'utilise ici Android. Je vais vous montrer donc avec mon clavier souris ce que c'est. L'Android de question, c'est une version 7.1.2,
ici. Donc pas un Android tout récent malheureusement, un Android Nougat. Sachant qu'on est maintenant en Android 10, moi je trouve que fournir alors même si Tinkerboard S c'est peut-être pas la toute dernière carte d'Asus, qu'elle va être renouvelée, etc., fournir un Android d'il y a 3 ans c'est un petit peu dommage, mais bon c'est ce que fournit Asus. J'aurais aimé qu'ils maintiennent un peu mieux tout ça. En tout cas malgré tout, même si la version d'Android n'est pas à jour, vous voyez que le Tinkerboard ça reste un environnement qui est exploitable en termes de platine multimédia. Vous pouvez avoir Android, ça marche bien. Et puis, il est suffisamment rapide pour faire tourner un certain type de contenu. Alors, il va pas tout faire tourner, mais contrairement au Raspberry Pi 3B+, parce que je vous rappelle que c'est son concurrent, je trouve quand même qu'il fait tourner beaucoup plus de choses et de manière beaucoup plus fluide. Pour finir, je démarre Chrome, juste pour vous montrer à quoi ressemble Chrome sous Tinkerboard, si c'est exploitable ou pas. Donc ici on est sur Chrome. Normalement dans Chrome on voit que la possibilité de régler la qualité de lecture. On va le passer en 1080p et on va regarder ce que ça donne. Voilà, donc vous voyez c'est pas trop mal en fait pour une petite platine. Comme ça, je trouve que, en tout cas, elle s'en sort bien par rapport à un Raspberry Pi 3B+. Et alors évidemment, là, je suis sur Android, on va faire le test après avec une distribution Linux. Mais pour une petite platine comme ça, je trouve que c'est pas mal. Ça vous permet de faire une petite platine multimédia, à pas si cher que ça. Et puis, par contre, ce que je peux rajouter, c'est que si je mets la main ici, au niveau du dissipateur, on sent quand même, il y a de la chaleur quand même qui s'émane du dissipateur, parce que quand même, mine de rien, ce type de contenu, ce type d'utilisation sollicite beaucoup le CPU et le fait chauffer quand même pas mal. Voilà, donc si je dois résumer niveau distribution Android, une utilisation plutôt convaincante. Asus a pas fait l'effort de mettre à jour sur la dernière version d'Android et c'est vraiment dommage, ou en tout cas une des dernières, peut-être Android 9 ça aurait été déjà pas mal. Pas d'Android TV non plus de base, il faut aller taper dans des distributions maintenues par la base d'utilisateurs, ça c'est dommage aussi. Mais par contre, une fois que vous avez installé les Play Services, un Android qui est tout à fait exploitable, qui peut vous servir soit de machine principale, entre guillemets, en tout cas pour dépannage, ça fonctionne plutôt pas mal, soit vous pouvez aussi l'utiliser comme petite platine multimédia pour du contenu vidéo, etc., que je conseillerais plutôt en 1080p. 1080p ça tourne très bien, Ultra HD c'est autre chose. Un dernier truc que je veux vous montrer, c'est la vitesse de démarrage du Tinkerboard. Donc je vais cliquer ici sur redémarrer, regardez bien le temps qu'il faut au Tinkerboard pour redémarrer, c'est relativement rapide, moi je suis assez impressionné, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal, même comparé à certains smartphones ça fait le job, et je pense que la mémoire interne y est pour quelque chose. Par contre de temps en temps ici sur ces écrans là, je note des petits flashs de couleurs, alors je sais pas si on le verra ici, mais en tout cas, je sais pas si c'est lié à l'alimentation ou quoi, mais de temps en temps on voit des flashs lumineux, qui sont bizarroïdes, comme si l'écran était un petit peu corrompu. Ah, là, vous avez dû voir normalement une grosse barre bleue qui est apparue. Voilà en tout cas la vitesse de démarrage, pour moi je trouve ça très convaincant. On est très rapidement sous Android, donc c'est vraiment pas mal. Alors, je vais essayer de vous expliquer succinctement évidemment comment on installe une image sur votre Tinkerboard S. Alors de toute façon c'est à peu près le même principe que Raspberry Pi, sauf qu'ici je vais vous montrer comment on le fait avec la mémoire eMMC et pas la carte SD. Pourquoi ? Parce que vous voyez ici, ce Tinkerboard S, ici je ne l'ai pas équipé de carte micro SD, contrairement d'ailleurs à beaucoup de tests que j'ai pu voir sur internet où les gens, j'allais dire bêtement, c'est un peu méchant, mais en tout cas utilisent une carte micro SD dans le Tinkerboard. Moi je ne le fais pas, j'utilise la mémoire eMMC parce que il y a pour moi que deux intérêts à ce Tinkerboard S, c'est d'être un peu plus puissant que le Raspberry Pi 3B+, et d'avoir une mémoire eMMC intégrée. Donc si c'est pour ne pas l'utiliser, c'est un petit peu dommage de payer plus du double du prix d'un Raspberry Pi 3B+, et de ne pas en tirer les bénéfices. Alors comment ça marche ?
vous téléchargez une distribution Tinkerbird. Alors officiellement il y en a deux, des distributions supportées. Vous avez la TinkerOS qui est une distribution Linaro Debian, donc c'est une Debian Linaro, donc customisée Linaro. C'est une distribution Linux. Et vous avez la version Android, celle que je vous ai montrée, donc Tinkerbird Android, TinkerOS Android. Aucune des deux n'est vraiment à jour, que ce soit la version Debian ou la version Android. C'est des noyaux assez anciens, etc. Enfin, c'est un petit peu dommage. Là, par exemple, la version qu'on va installer, la Linaro Debian, elle date du 22 août 2019. Donc, au moment où je fais cette vidéo, elle a déjà plus de 6 mois. Donc, ça vous laisse supposer toutes les mises à jour qu'il va falloir que je fasse pour arriver à la version de maintenant. Alors, vous la téléchargez, moi je l'ai déjà fait. Elle est ici. Elle pèse, cette version Linaro, 1 Go 100. Et puis il vous faut de quoi écrire cette image. Donc moi j'ai utilisé Etcher, donc Balena Etcher, qui est un logiciel pour imager. Vous pouvez en utiliser d'autres. Moi souvent j'utilise aussi Win32 Disk Imager que j'ai mis ici, mais là je vais pas l'utiliser dans ce cas de figure là. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On branche son Tinkerbird en USB ici sur un PC, donc le PC que j'ai ici. Alors ici je l'ai mis en USB 2, vous pouvez le brancher en USB 3, mais de toute façon, le stockage ne se fait qu'en USB 2, et en le mettant en USB 3, j'ai des fois des petits soucis pendant la copie d'image, donc je l'ai mis en USB 2 pour ne pas avoir de soucis, de toute façon ça n'ira pas bien vite. Et puis, ensuite, dans Etcher, vous choisissez donc l'image ici, Tinkerbird Linaro Stretch, donc vous choisissez cette image. Ensuite, vous choisissez le disque de destination, donc là j'ai choisi le Tinkerbird. Alors n'oubliez pas qu'il y a un petit cavalier ici, je vous montre comment je l'ai mis, donc moi il est actuellement comme ceci. Le cavalier il est là, hein. C'est le petit machin qui est là. Voilà, donc vous le mettez comme ceci, branché sur votre PC. Vous choisissez donc bien l'image, vous choisissez donc bien en cible la Tinkerbird. Faites attention de ne pas vous effacer un disque par mégarde, donc choisissez bien, faites bien attention de choisir la Tinkerbird. Et vous faites flash. Voilà, ensuite ça va prendre un temps relativement considérable, surtout qu'ici on est sur une image qui décompressée fait 3 Go 2, donc il faut le temps de l'écrire. Je pense qu'il y en a pour 5 minutes, donc on se retrouve dans 5 minutes, et puis je vous explique exactement ensuite comment on fait pour démarrer. Voilà, on y est, ça a pris à peu près 5 minutes, sachant que ça se fait en 2 étapes. Une première étape où Etcher écrit sur la mémoire, donc ici la mémoire MMC, et puis une deuxième étape où il vérifie le contenu, et donc une fois que le contenu est vérifié, normalement vous êtes à peu près bon pour y aller. Donc, d'ailleurs on peut voir tout de suite le résultat ici. Alors je relance pas mon logiciel de capture parce que je pense que vous verrez bien. On voit qu'il y a 2 lecteurs, d'ailleurs faites attention, Windows ici va vous proposer de formater le disque H, parce qu'en fait, une distribution Linux, contrairement à la distribution Android, vous avez une partition, pour Raspberry Pi ou pour Tinkerbird, hein, vous avez une partition qu'on voit ici, c'est lecteur G, une partition FAT32, qui est la partition d'amorçage, et puis une partition non lisible par Windows, qui est la partition H, qui est une partition ext3 en général, et qui elle n'est pas lisible, et c'est pour ça que Windows vous demande de formater, donc surtout vous ne formatez pas. Et donc là vous voyez qu'on est exactement dans le même cas de figure, si vous avez l'habitude de mes vidéos sur Raspberry Pi, on est dans le même cas de figure, sauf que toujours, je vous le redis, c'est pas un tour de magie, il n'y a pas de carte SD dans ce Tinkerbird. Alors maintenant, il suffit de venir brancher le câble HDMI sur le Tinkerbird, comme ça il sera prêt à afficher le signal sur l'écran. Et puis évidemment, ce qu'il va falloir faire, c'est prendre donc ici le connecteur USB qui était branché sur le PC, et puis maintenant on va le brancher sur un chargeur ou un adaptateur secteur. Donc ici j'ai un adaptateur secteur. Vous l'avez déjà vu cette vidéo où je vous présente ce Hockey qui est Power Delivery et USB. Donc c'est un 2,4 A, donc ça devrait suffire normalement pour alimenter mon Tinkerbird. Voilà, donc c'est branché, on voit le Tinkerbird toujours qui est allumé, et puis je vais changer d'écran, enfin je vais changer en tout cas de source. Voilà, c'est impressionnant, je suis déjà sous une TinkerOS, donc il va falloir que je configure tout ça. Alors évidemment, on peut y mettre une prise RJ45 ici, donc un câble Ethernet pour avoir du réseau, sinon on passe en Wi-Fi. Moi je vais y mettre un câble réseau parce que j'ai beaucoup de mises à jour à faire, donc ça va aller plus vite. Et puis je vais brancher clavier souris. Je fais tout ça de mon côté, puis de toute façon donc il va se passer un petit peu de temps, et puis je vous retrouve pour vous dire ce que je pense de cette version Linaro TinkerOS. Est-ce qu'elle est efficace et est-ce qu'elle est pratique d'utilisation? La Tinkerbird est sous tension, dessus j'ai une clé SSD donc qui va me permettre de tester le contenu Ultra HD, j'ai ma clé Unifying pour clavier souris, le câble réseau est branché, et puis j'ai donc la sortie HDMI, et voilà TinkerOS, donc la version Debian de cette OS proposée par Asus, donc proposée de base, une image fournie par Asus.
Et je dois avouer que j'ai galéré avec cet OS. Je vais quand même vous montrer ce qui marche, et puis ensuite je vous montrerai ce qui marche moins bien. Alors dans ce que je peux vous montrer qui marche, je vais vous faire redémarrer la Tinkerboard, et puis vous allez voir la vitesse à laquelle elle démarre. Voilà, donc là on voit le démarrage, et on voit l'arrivée déjà dans le système X, dans l'environnement X, donc l'environnement fenêtré, etc. de Linux. Et là on est bon. On a déjà TinkerOS qui est disponible. Donc ça, c'est un gros point positif. Le fait que ça démarre aussi vite, il faut pas se leurrer, c'est uniquement dû au fait que la Tinkerboard est équipée d'une puce eMMC. Donc contrairement à une carte SD même de très bonne qualité, les vitesses sont incomparables. Elles sont quand même moins bonnes qu'une clé SSD ou qu'un SSD en lui-même, un petit peu moins bonnes, mais vous voyez quand même que ça n'a rien à voir avec un Raspberry Pi 4 qui fonctionnerait sur carte SD évidemment. Et ça, vous l'avez en standard, donc fourni par Tinkerboard. L'autre truc qui marche, voilà du contenu Ultra HD. Alors ici, actuellement, mon écran est en 1080p. Donc la Tinkerboard est prévue pour supporter du 1080p de base. Voilà ce que ça donne, c'est quand même une vidéo Ultra HD, donc c'est pas mal, hein. Vous voyez que c'est parfaitement fluide. Je vais vous le mettre maintenant en Ultra HD, en vrai Ultra HD pour vous montrer. Alors si vous vous demandez comment on bascule la Tinkerboard en Ultra HD, dans la section préférences, vous avez Tinkerboard Configuration, ici. Le menu qui s'affiche ici vous dit qu'attention, ce sont des réglages un petit peu risqués, et on reviendra après sur cette interface-ci qui vous permet de régler votre Tinkerboard, mais vous avez le bouton Set Resolution ici, et là on va la passer en Ultra HD, 30 images secondes. Donc voilà. Donc du coup, ça va être difficilement lisible à l'écran, mais là on voit que je suis en Ultra HD, c'est-à-dire tous les menus sont devenus petits. Et je vais vous remettre le même passage en Ultra HD, mais sur une sortie Ultra HD, donc là je suis en vrai Ultra HD. Voilà, donc là on a un contenu Ultra HD qui est lu actuellement à l'écran. On voit, par le fait que mon curseur est tout petit à l'écran, que c'est l'Ultra HD. Et vous voyez que la Tinkerboard le lit. Alors le Media Player qui est fourni de base est tout pourri, mais le contenu Ultra HD passe, et c'est franchement impressionnant. Sur un produit de ce type-là, ça se débrouille mieux, je trouve, en tout cas ça se débrouille mieux qu'un Raspberry Pi 4, sur en tout cas ce type de contenu, qui est un vrai film en Ultra HD. Alors là on était bien parti, vous voyez que Tinkerboard est rapide, le contenu Ultra HD est rapide, Tinkerboard fonctionne bien, et donc on était bien parti. Sauf que les points positifs que je peux dire sur TinkerOS, donc cette version de Debian, s'arrêtent strictement là. Pour le reste, c'est pas bon du tout. Franchement, je suis très déçu. C'est pas bon du tout pour plusieurs choses. Déjà, la première chose que j'ai faite, le mot de passe c'est Linaro. Hein. Si vous cherchez le mot de passe, c'est Linaro, les mots de passe de Linaro. La première chose que j'ai faite quand j'ai eu fini d'écrire l'image TinkerOS sur ma Tinkerboard et que j'ai démarré, la première chose que j'ai faite, c'est faire un upgrade complet de tous les packages, parce que bah forcément, je vous ai dit, l'OS date d'août. Et donc vous voyez qu'il y a quand même une quantité assez importante de paquets à mettre à jour, et puis en plus, même là, on n'est pas sur la dernière version de Linux, donc c'est un petit peu dommage. Et bien, à partir du moment où j'ai fait ça, j'ai plein de choses dans Linaro qui ne fonctionnaient plus, dont en particulier Chrome. Chrome, une catastrophe, Chrome ne fonctionnait plus, donc je suis plus en mesure de démarrer Chrome, je suis plus en mesure de démarrer Firefox, à partir du moment où j'ai fait la mise à jour. Alors, malgré tout, Chrome, je voudrais vous le montrer parce que il fonctionne bien. Alors c'est pareil, hein, le clavier ici est en français, je l'ai mis en AZERTY, mais par défaut, le clavier de TinkerOS ne reconnaît pas et ne vous permet pas très facilement de régler votre layout, donc c'est un petit peu compliqué. Donc je vais vous montrer une de mes vidéos, ça va éviter tout problème de copyright. Par contre, ce que je vais vous montrer quand même, c'est qu'ici j'ai bien une vidéo en 1080p, donc ici, quand je vais dans les réglages YouTube, vous voyez que Chromium ici est bien en version Ultra HD. Donc ça c'est pas mal, et je peux le mettre en plein écran, et vous allez voir que le contenu YouTube Ultra HD est parfaitement fluide. Par rapport à une Raspbian avec un Raspberry Pi 4, qui je crois à l'heure actuelle ne fonctionne toujours pas bien sur les contenus Ultra HD, c'est fluide. Il n'y a rien à redire, ça marche très bien, c'est fluide. Une expérience très positive de Chrome, il est rapide, il fonctionne bien, enfin Chromium en tout cas, il est rapide, il fonctionne bien, et ça montre que la plateforme en elle-même est bien gérée, ses 2 Go de RAM sont bien gérés, sa carte graphique a l'air d'être
plus ou moins utilisée pour accélérer, en tout cas la partie GPU a l'air d'être plus ou moins utilisée pour accélérer le rendu des vidéos, donc là-dessus, il n'y a pas de souci, ça marche bien. Mais comme je vous l'ai dit, impossible de mettre à jour à partir du moment où on met à jour TinkerOS, Chromium se met à cracher tout le temps, Firefox ne démarre plus, il y a plein de soucis dans ce genre-là. Donc du coup, on peut quand même faire des choses, on peut quand même installer par exemple, on peut installer VLC, mais VLC ne marche pas. Donc le paquet est là, vous pouvez l'installer, il démarre, mais il n'arrive pas à lire de vidéos. Et puis quand même, quand on regarde les menus et ce qui est fourni de base dans TinkerOS, il y a vraiment pas grand-chose. Vous avez Scratch pour apprendre la programmation, on va dire, des petits outils de programmation, donc autour de Python, etc. Un Media Player. Voilà, très basique. Alors lui, il marche très bien, ce Media Player. Il lit, comme je vous l'ai dit, il lit du contenu Ultra HD. Mais bon, c'est très très pauvre en termes de menus et de fonctionnalités. Mais ça marche. Quelques terminaux, et puis c'est tout. Tout le reste, c'est à vous de l'installer, c'est à vous de vous débrouiller. Vous avez même pas de quoi un LibreOffice ou un truc comme ça pour pouvoir taper du texte. Même ça, c'est pas intégré. Donc c'est vraiment ultra basique. Alors, je vais quand même vous montrer le menu de la configuration Tinkerboard. Donc dans cette application, on voit différentes choses. Et là, c'est pratique pour les gens qui maîtrisent mal, en fait, Linux. Vous pouvez changer le nom de la machine, donc le nom auquel elle est visible sur le réseau. Vous pouvez changer son mot de passe, très important si vous en faites un serveur, parce que par défaut c'est Linaro, user Linaro, c'est pas très sécurisé. Il y a la possibilité de booter directement en ligne de commande, plutôt que démarrer en mode desktop, donc ça peut être sympa si vous faites un petit serveur. Mais par contre, si c'est pour en faire un serveur, avoir une distribution qui contient l'environnement bureau, etc., donc beaucoup plus lourde à télécharger, à installer, même à maintenir, à mettre à jour, plutôt qu'une distribution légère pour un serveur, c'est dommage. Et donc pour moi, ça c'est le rôle d'Asus, de fournir deux distributions, une en mode bureau comme ça, et puis une en mode serveur, donc sans interface graphique, sans serveur X. Pour moi, c'est le minimum à fournir sur ce type de carte pour pouvoir bricoler tranquillement. Vous pouvez activer d'autres petites fonctionnalités, mais ça on va passer outre. Elle détecte automatiquement quand vous branchez un casque dans la prise jack, enfin en tout cas quelque chose dans la prise jack. Vous voyez toute la compatibilité ici avec le GPIO, les ports, enfin les connecteurs spécifiques caméra et écran tactile. Donc ça c'est bien géré de base. Vous pouvez changer la définition de l'écran, donc ici passer en Ultra HD si nécessaire. Je vous ai montré tout à l'heure, ça marche bien. Là je suis en 1080 60 images secondes. Vous pouvez monter à l'Ultra HD 30 images secondes. Ici, vous voyez 30 images secondes. Donc c'est déjà pas mal, hein, de l'Ultra HD 30 images secondes sur une petite carte comme ça. Franchement, c'est énorme, je trouve. Et donc ça montre que le matériel est quand même pas mal. Mine de rien, le matériel est puissant. Voilà, et puis si nécessaire, vous pouvez changer ici la langue, donc passer en français, passer la time zone en France, etc., si c'est ce que vous cherchez. Voilà, donc ça permet de configurer quand même pas mal de choses rapidement, mais mon expérience Linaro s'arrête là. Dans la version 6, c'est un OS qui n'est pas à jour. Quand vous le mettez à jour, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent plus. Vous n'avez pas de mode serveur. Vous avez très peu de choses fournies de base pour pouvoir jouer avec. C'est vraiment dommage. Franchement, c'est pas au niveau. Et c'est pas du tout ce qu'on attendrait d'une petite carte comme ça. Au moins, une distribution serveur aussi serait le minimum qu'on pourrait attendre. Voilà, donc c'est très décevant. D'un côté, il y a des choses qui marchent. Je vous ai montré, hein, la partie Chromium, la partie lecture Ultra HD marche. Pour tout le reste, c'est vraiment très décevant. On a vu Android, vraiment pas mal. Je veux dire, comparé à tout ce qui existe en petites cartes comme ça sur le marché, la distribution Android qui est fournie n'est pas à jour, certes, mais elle fonctionne plutôt pas mal, et c'est assez original en fait de fournir comme ça une petite carte qui fonctionne vraiment très bien sous Android. La distribution Linux, elle, clairement, elle est pas au niveau. Pour moi, c'est pas acceptable qu'Asus ne travaille pas plus sur cette distribution-là. Surtout que derrière, donc, quand on a passé en revue Android et Linux TinkerOS, donc la version Linaro Debian, eh bien, on se rend sur le forum, en fait, Asus. Ici, c'est tinkerboarding.co.uk, qui doit être le forum plus ou moins officiel, en tout cas, de Tinkerboard. On voit quand même que la communauté est assez restreinte. Il n'y a pas énormément de personnes, et il n'y a pas énormément d'activités non plus. Alors, évidemment, parce que Tinkerboard S, c'est pas un produit tout à fait au goût du jour, mais il y a quand même les Tinker Edge T, donc les nouvelles cartes qui sont là, et vous voyez qu'il n'y a pas non plus un engouement phénoménal autour de ça. En tout cas, là, les gens sont pas en train de discuter à fond. Et là où ça devient plus embêtant, c'est quand on va dans la section software, ici.
on voit les possibilités, donc les images qui sont maintenues par la communauté. Donc il y a des choses qui existent, alors malheureusement ces choses qui existent ne sont pas forcément toutes maintenues, mais je vais quand même vous montrer ce qui existe parce que ça peut être intéressant. Donc ça c'est ce que je vous ai testé, donc c'était TinkerOS, donc l'Inaro Debian. Vous voyez qu'elle date du 22 août, et si vous regardez sur le forum, moi j'ai regardé, j'ai posé des questions, etc., mais je vous laisse vous faire une opinion. Il y a beaucoup de personnes qui effectivement essayent de la mettre à jour, ont des problèmes. Bon, c'est un petit peu dommage de pas avoir une version plus à jour, et surtout, même s'il y avait une version plus à jour, c'est un petit peu dommage que ce soit pas plus abouti, parce que si ça fonctionne pas bien, je vois pas comment les gens peuvent être emballés par l'idée d'utiliser une Tinkerboard. La version Android, on en a parlé, pas tout à fait à jour, mais elle est là, et elle est plutôt pas mal comme elle est, donc c'est déjà pas mal. Ce serait sympa d'avoir au moins un Android 9. Et puis après ça, vous avez les autres distributions. Alors moi, de mon côté, je le ferai pas en vidéo, mais de mon côté, je vais tester Volumio. Volumio que je connais pas mal et qui m'intéresse, qui permet d'avoir un petit ensemble audiophile, donc pour avoir un petit serveur de musique. Donc moi je vais utiliser ça sur ma Tinkerboard, mais vous voyez aussi les autres possibilités. Donc vous avez FlintOS, qui est un Chrome OS, vous avez Ubuntu, vous avez LibreElec, si vous voulez du Kodi, etc., donc pour lire pour lire des films, pour lire des séries télé, des choses comme ça. Au niveau rétro gaming, vous avez une compatibilité avec RetroPie. Donc il n'y a pas Recalbox, parce que Recalbox ne peut pas investir sur toutes les plateformes disponibles, mais RetroPie est plus facile, enfin il est beaucoup plus compliqué d'installation, mais il est plus ouvert sur les plateformes sur lesquelles il s'installe, et lui il est compatible. Et puis vous avez d'autres images Linux custom, dont une TinkerOS, rendu compatible avec Netflix, Kodi et compagnie. Donc si vous voulez vous lancer là-dedans, essayez. Mais par contre, là où le bas blesse, c'est quand vous regardez tout ça. Alors à part, je crois, Volumio et peut-être FlintOS, les autres distributions sont assez expérimentales. Ubuntu marche pas, enfin tout marche pas dans la distribution Ubuntu. LibreElec est très expérimental, et c'était ce qui m'intéressait pour essayer du Kodi et compagnie. Donc c'est ça qui est très embêtant, c'est que même s'il y a une petite communauté, même avec des gens très motivés, étant donné que la communauté est petite, que les gens ont un temps limité, il n'y a pas énormément de choses très abouties qui existent. Et c'est là où c'est embêtant, c'est que du coup, vous allez avoir une petite carte qui est géniale, qui propose un tas de petites fonctionnalités très sympas, mais par contre, dès que vous voulez avoir quelque chose à jour, fiable, pour faire même un serveur de production, ça devient dangereux parce que ne serait-ce que la version Debian Stretch est pas hyper optimisée, Buster, elle est pas encore là, donc c'est très embêtant de ne pas être sur la dernière version de Debian, de ne pas avoir un chemin de migration, et donc du coup on se retrouve un petit peu coincé, avec des solutions un petit peu bâtardes, pas tout à fait bien finies, et pour moi c'est là où il faut que Asus contribue beaucoup plus. Asus a des capacités, ne serait-ce que dans ses équipes, etc., pour pousser tout ça, et si vraiment l'objectif c'est de rentrer en compétition, entre guillemets, avec d'autres cartes du marché, dont les Raspberry Pi, il faut arriver à convaincre les gens d'utiliser des cartes Tinkerboard, et pour les convaincre, il faut absolument avoir des images, peut-être pas impeccables, mais en tout cas bien finies et à jour. Et c'est là, en tout cas, moi, là où je vois le plus gros problème, c'est pas le prix de la carte à 100€, etc., parce que vous pourrez toujours trouver des arguments pour dire, elle a des choses que proposent pas les autres, même encore à l'heure actuelle. Par contre, si derrière, au niveau logiciel, c'est pas impeccable, pour moi, c'est là où c'est vraiment problématique. Et non seulement c'est problématique pour la Tinkerboard S, qui est une carte, on va dire, périmée, entre guillemets, en termes de commercialisation, mais c'est problématique pour les Tinker Edge T ou les futurs Tinkerboard, en fait, parce que si le support et si la communauté s'améliore pas, en fait, il va y avoir exactement le même état pour ces futures cartes. Et moi, j'espère vraiment pour Asus et pour Tinkerboard un futur meilleur. Et donc, j'espère que Asus mettra le paquet pour avoir des images beaucoup plus à jour et beaucoup plus complètes en termes de fonctionnalités supportées. On en arrive donc à mes conclusions concernant ce Tinkerboard S. J'aurais reçu ce produit en 2018 ou peut-être tout début 2019. À l'époque, ce qu'on avait sur le marché, c'était le Raspberry Pi 3B. Pi 3B+, en tout cas, je pense que sans conteste, ce produit-là mettait une claque au Raspberry Pi 3B+. Alors, bien sûr, il est beaucoup plus cher, c'est un produit qui coûte 100€, d'ailleurs je vais vous mettre le lien Amazon
ici. Donc de toute façon vous retrouverez le lien, il est toujours en vente, hein, donc vous retrouverez en description ici le lien Amazon si vous voulez vous renseigner. D'ailleurs ce Tinkerboard S, si vous le voulez, il est aussi, vous pouvez aussi l'acheter avec un boîtier tout en métal, un boîtier alu qui est super bien fait, qui est fabriqué par Asus en fait, qui est un boîtier fanless, donc même si le produit chauffe, parce qu'il chauffe quand même beaucoup plus qu'un Raspberry Pi 3B, ou Pi 3B+, il chauffe beaucoup plus, et donc avoir un boîtier comme ça fanless et très esthétique, comme ce petit boîtier alu, que je n'ai pas reçu, mais qui aurait été sympa à voir et à tester, c'est un truc plutôt intéressant dans la gamme, parce que ça vous permet d'avoir un produit bien fini, mais en plus bien refroidi. Donc on voit que Asus gère bien le domaine, mais c'est normal, Asus ils sont fabricants de matériel, entre autres de matériel PC, et ça se ressent en fait quand vous manipulez le Tinkerboard S, parce que par rapport à un Raspberry Pi 3B+, vous sentez qu'il y a un fabricant de PC derrière. Sur un tas de petites choses en fait, déjà il y a toutes les contraintes qui ont été enlevées du Raspberry, en tout cas du Raspberry Pi 3B+, hein, par rapport au Raspberry Pi 4 c'est un petit peu différent, mais directement ils ont intégré de l'Ethernet Gigabit, vous avez une sortie audio jack digne de ce nom, avec une vraie sortie, enfin avec une vraie sortie haute définition, en tout cas pas la sortie du Raspberry, même du Pi 4B qui est vraiment ridicule en termes de qualité sonore. Il y a d'autres petites choses qui sont super bien pensées, et l'une d'elles, et malheureusement je ne retrouve pas souvent dans les tests vidéo qu'on voit sur internet ou sur YouTube, la plus grosse particularité évidemment de ce Tinkerboard, c'est sa puce ici eMMC. Je n'ai même pas une seule fois au cours de mes tests essayé de lui mettre une carte SD. Ce serait complètement idiot de le tester avec une carte SD, je trouve, parce qu'une fois que vous avez de la mémoire eMMC intégrée, déjà c'est beaucoup plus facile d'utiliser cette mémoire intégrée, elle est beaucoup plus rapide, elle est beaucoup plus fiable, et puis le produit vous avez juste à le brancher en USB, vous le flashez et ça marche tout de suite. Donc pour moi c'est ce que aurait dû faire Raspberry, la fondation Raspberry depuis bien longtemps. L'autre point aussi qui est très visible, et on le voit là, c'est les codes couleurs sur le GPIO. Quand Asus a sorti ce Tinkerboard, je le précise en anglais, ça veut dire la carte de bricolage, littéralement. Quand Asus a sorti cette carte, elle a vraiment été repensée pour les bricoleurs. Vous voyez ici que même la petite antenne radio peut être changée, donc vous pouvez externaliser si vous le souhaitez l'antenne radio. En tout cas, c'est une carte qui est bien mieux pensée qu'un Raspberry Pi 3B+, pour les gens qui en ont l'utilité, qui veulent des petites machines comme ça, à mettre un peu partout pour installer des petits serveurs ou faire des petits mécanismes, des petites choses, des petits bricolages en fait électroniques dans différents domaines. Et d'ailleurs, il n'y a pas vraiment beaucoup de limites dans ces produits-là. C'est pour ça que les Raspberry ont énormément de succès. Et le Tinkerboard aurait dû lui aussi avoir un énorme succès, et je pense pas que ça a été le cas. Alors le Tinkerboard, malheureusement, il accuse son âge maintenant, son processeur, il est plus puissant, et je vous l'ai montré qu'un Raspberry Pi 3B+, donc il tient encore le coup pour faire une platine multimédia, etc. Mais c'est sûr que par rapport à un Pi 4B, c'est plus d'actualité, en fait, il est beaucoup moins puissant. La mémoire eMMC, il n'y a toujours pas vraiment d'équivalent par les Odroid, etc. Mais côté Raspberry, vous n'avez pas d'équivalent. Mais sachant que le prix est de 100€, le prix sur Amazon, en tout cas le prix de ce produit-là c'est 100€ avec sa mémoire eMMC intégrée. Pour le même prix, vous pouvez vous acheter un Raspberry Pi 4B avec une clé SSD. Celle-ci d'ailleurs je vous la conseille, je vous remettrai le petit i en haut à droite. Cette clé-ci c'est une clé SanDisk qui est équipée de chips mémoire qui sont les mêmes que ceux d'un disque SSD, et ce qui est super intéressant avec cette carte, c'est que vous la mettez sur un Raspberry Pi, sur le port USB 3 en plus, puisque maintenant les Raspberry Pi 4 sont équipés de port USB 3, vous n'aurez aucun problème, ou quasiment aucun problème de boot, puisque cette clé est une clé USB, donc elle respecte le standard USB en termes de consommation, pas besoin d'avoir d'adaptateur externe, pas besoin d'avoir un hub USB, ça fonctionne très bien, et donc moi c'est ce que je peux vous conseiller, et pour le prix de ça, Raspberry Pi 4 et la clé, vous avez ça. Et c'est là où ma vidéo ne peut être que informative. Évidemment, je vais pas vous conseiller d'acheter ça à 100€. Par contre, suivez quand même les prix parce qu'on n'est jamais à l'abri. Une solde, un bon plan, une vente flash Amazon, je ne sais pas. Vous pouvez tomber sur ces Tinkerboard à pas trop cher. Et si vous l'avez autour des 60€, je pense que là déjà ça change la donne. C'est un produit qui est beaucoup plus recommandable à 60€ qu'il ne le serait à 100€, même si je vous le dis, au niveau puissance de processeur, maintenant, le Raspberry Pi 4 fait mieux. Maintenant, si vous voulez mes conclusions très honnêtes sur ce produit-là, son gros problème c'est pas la performance, parce que pour moi, pour faire tourner dessus un Home Assistant, un JDOM,
qui sont quand même des petits logiciels qui nécessitent une carte suffisamment puissante, je pense que ces produits-là sont toujours d'actualité. C'est pas parce qu'il a 2 ans qu'il n'est plus suffisamment puissant pour faire tourner ce type de petit serveur. Il a le gros avantage de sa mémoire, etc. Là où le bas blesse, pour moi, et ça c'est quelque chose qui aurait pu être facilement remédié par Asus, c'est le côté maintenant c'est communauté. Le Tinkerboard S, en fait, si vous vous rendez sur le site de Asus, vous avez une page de support qui est très bien faite. Vous pouvez sélectionner le type de système d'exploitation que vous voulez, les outils que vous voulez, vous avez même des documentations papier ou vidéo pour vous aider à comprendre le fonctionnement du Tinkerboard S. Là où le bas blesse, c'est que la dernière version de Linaro, donc c'est un TinkerOS Debian, la dernière version de l'image date du 22 août 2019 pour la version Debian, et si on va chercher la version Android, la dernière image date du 31 mai, et c'est un Android 7. Pour moi, ça, c'est quelque chose où Asus aurait pu faire l'effort de faire mieux, peut-être fournir un Android 9 dans une image récente, fournir en tout cas une dernière version de Debian, une Buster, sur le site directement Asus, parce que le problème, c'est le problème de tous ces produits-là, c'est qu'ils les départagent chez leur communauté. Par exemple, si vous voulez installer un système de jeu de rétro gaming sur un Raspberry Pi, alors ici c'est le Pi 4B donc ça va pas marcher, mais c'est pas grave. Vous pouvez par exemple vous rapprocher de Recalbox, que je vous ai déjà présenté en vidéo, qui vous permet de faire du rétro gaming sur des plateformes Raspberry Pi, alors pas encore le Pi 4 mais ça viendra. Le problème c'est que ces machines sont directement exclues de ce type de service-là, de produits-là ou d'images-là, tout simplement parce que la communauté et les utilisateurs qui sont dessus sont pas assez nombreux pour que des gens qui travaillent bénévolement sur des distributions passent du temps à, en plus d'un Raspberry, maintenir une autre plateforme. Et là ça devient un réel problème parce que du coup vous allez sur le support de Tinkerboard. Alors il y a un forum avec des gens qui sont présents, qui vous aident si vous avez des soucis. J'ai moi-même essayé, donc j'ai posté quelques messages, etc. Vous avez des réponses, donc ça va, mais la communauté est quand même moindre par rapport à la communauté Raspberry Pi, qui est mondiale, qui est quand même très ouverte et qui existe sur de nombreux supports, de nombreux forums. Tinkerboard, c'est une communauté qui est plus restreinte. Vous avez des images custom, il y a des trucs qui sont super intéressants. J'ai vu par exemple des versions mises à jour de Linaro ou des versions Android TV, donc ça peut être super intéressant si vous voulez transformer cette petite Tinkerboard en platine Android TV, pourquoi pas. Donc ça c'est super intéressant, mais par contre, du coup, la communauté étant moindre, vous aurez un petit peu moins de support. Du coup, j'en arrive à la fin de cette vidéo. Quel est l'avenir de cette Tinkerboard S chez moi, mais de manière générale, et quel est l'avenir de Tinkerboard chez Asus? Asus ne jette pas l'éponge, et c'est ça qui est intéressant. Le fait déjà que la Tinkerboard S soit sortie, c'est la succession de la Tinkerboard, donc c'est déjà que Asus continue à investir sur ce domaine-là. Mais Asus arrive avec des nouvelles générations de Tinkerboard cette année. Là, je vous ai montré le site de Minimachine, j'aurais pu vous montrer d'autres sites, mais j'aime bien les articles de Pierre Lecourt, donc j'en profite aussi pour vous montrer le site Minimachine, si vous ne connaissez pas ce site-là. Ce sont des machines, par contre, qui vont être... Donc, ce sont toujours des SBC, donc toujours des machines monocartes, mais qui vont être fondamentalement différents de ce qui existe actuellement. Ça restera des cartes puissantes, qui serviront essentiellement, en premier, en tout cas en ligne de mire, ce seront les professionnels qui seront ciblés pour faire des installations sur site, des petits produits, en tout cas qui tourneront avec des cartes comme ça compactes, peu consommatrices, mais très puissantes, pour faire tourner de l'IA, des choses comme ça, mais en manière déportée. Donc on quittera le monde concurrentiel, je dirais, du Raspberry Pi pour quelque chose de plus spécifique, et après tout, pourquoi pas, c'est super intéressant en tout cas comme approche, pourquoi pas, et puis c'est la puissance d'Asus, c'est d'avoir la capacité de développer des alternatives qui aillent au-delà de ce que propose Raspberry. Donc on a eu le Tinkerboard en 2017, le Tinkerboard S en 2018, qui était déjà très prometteur et qui reste une petite platine très intéressante. J'espère que ma vidéo vous aura illustré ce qu'elle est capable de faire en termes quelles sont ses différentes qualités. Et puis prochainement, vous aurez le TinkerEdge R et puis le TinkerEdge T, qui sont deux machines qui vont arriver. L'une ressemblant un peu toujours à un Raspberry Pi, l'autre quittant complètement ce domaine-là et faisant des choses un peu plus spécifiques. Quoi qu'il en soit, donc on s'écartera du monde du Raspberry Pi, et c'est intéressant de voir si vraiment ce type de petite machine sera intéressante. Est-ce que ça intéressera les professionnels? Est-ce que ça intéressera les particuliers? Est-ce qu'une communauté professionnelle ou particulier va se former autour de tout ça? Est-ce que les gens vont se l'approprier, créer des images, faire des utilisations possibles de cette Tinkerboard? J'espère en tout cas pour Asus.
ne serait-ce que pour avoir des alternatives à Raspberry, ne serait-ce que pour inciter Raspberry à mieux penser ses cartes, parce que j'en reste sur ma vidéo du Raspberry Pi, ce Raspberry Pi 4B aurait pu être bien mieux si la fondation Raspberry avait un peu plus réfléchi le produit avant de le sortir précipitamment, ne serait-ce que cette mémoire eMMC intégrée. Je ne la vois toujours pas sur les Raspberry, et c'est bien dommage parce que ce sont des choses, alors évidemment ça fait augmenter le coût, mais de toute façon le coût a déjà flambé avec les Raspberry Pi 4, et puis on peut très bien sortir une gamme de Raspberry Pi 4 avec mémoire eMMC intégrée. Je pense que ça intéresserait beaucoup de personnes. En tout cas, l'approche d'Asus est intéressante, Asus continue, je peux que les inciter à continuer dans cette voie de poursuivre donc sur ce marché des cartes, puisque de toute façon il est très porteur, hein, ne serait-ce qu'au niveau des professionnels, ce sont des produits qui se vendent bien, pour mettre en place des démos, des choses comme ça, mais même de manière productive. Voilà, en tout cas c'était mon avis sur le Tinkerboard S, je le répète, hein, à 100€, malheureusement, c'est plus ultra compétitif en 2020, ça reste un produit qui est intéressant par ce qu'il propose, en particulier sa mémoire intégrée qui est hyper pratique à utiliser quand vous flashez le produit, et puis surtout qui est très fiable, enfin qui est très fiable, moins fiable peut-être qu'un SSD, mais plus fiable que ce qu'on peut avoir, et de très loin, avec une clé USB standard ou une carte SD standard. Donc c'est un produit qui a toujours du sens en 2020, mais pas au prix de 100€. Il faudrait que Asus revoie un petit peu le prix à la baisse pour que ce produit-là soit toujours un tout petit peu conseillable. Et puis comme je vous le dis, la communauté un petit peu étriquée malheureusement fait qu'il n'y a pas énormément de distribution, énormément de support possible pour ce type de plateforme. Donc il faudra malheureusement se débrouiller beaucoup plus par vous-même que si vous partez sur un environnement Raspberry Pi, que ce soit le Pi 3B+, que je vous conseille toujours, qui est toujours une très bonne carte, ou le nouveau Raspberry Pi 4B, qui reste une bonne carte, mais à mon goût, qui a encore quelques lacunes. Voilà, en tout cas, merci à Asus de m'avoir donné l'opportunité de tester le Tinkerboard S, une petite carte sympa. Moi, je vais retourner à mes tests, et puis vous retrouverez prochainement, de toute façon, du contenu autour de tout ce qui est Raspberry Pi, etc. Ne serait-ce que par le fait que, actuellement, sur ce Raspberry Pi 4, je teste Home Assistant. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo sur le Tinkerboard, et à bientôt. Au revoir.